à vous toutes et tous à cette grande retrouvaille en cette journée internationale des femmes. Cette édition revêt un caractère très spécial car elle renoue avec la joie de se rassembler physiquement pour partager nos visions sur l'émergence d'un nouveau monde des affaires sous l'angle de la féminisation du leadership. J'aimerais maintenant inviter Ruth Vachon à se joindre à moi. Bonjour Ruth. Quel plaisir de te revoir. Bonjour Christelle, ça fait 2 ans. 2 ans déjà, depuis la dernière fois, avant qu'on soit tous enfermés dans cette pandémie. Mais je suis rassurée de te revoir. Les vraies affaires commencent. Mais est-ce qu'on peut, parlant de se rassurer, est-ce qu'on peut se dire que c'est probablement la dernière fois qu'on est en studio pour faire ça, que dorénavant, les 400 personnes qui sont avec nous ce matin seront en face de nous? C'est ce qu'on se souhaite. Hein? On a la joie de se rassurer comme ça. Je Merci. vous laisse la parole. Merci Christelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous tous et toutes qui êtes avec vous ce matin, merci beaucoup. Vous êtes près de 450 qui est avec nous ce matin. Et je regardais hier soir et il y avait de 6 pays différents qui venaient trouver à nos femmes du Québec. Alors, merci d'être avec nous. Vous me direz qu'on est peut-être un petit peu avant le temps pour célébrer la Journée internationale des femmes, mais au Réseau des femmes d'affaires du Québec, nous autres, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on célèbre le développement économique des femmes et leur influence par nos actions sur le terrain. Et oui, on est vraiment réputé pour être un réseau terrain. C'est sûr qu'il reste encore du travail à faire dans certains secteurs traditionnellement plus masculins, mais honnêtement, les femmes entrepreneurs et les femmes d'affaires ont investi tous les milieux économiques. Elles emploient, elles dirigent, elles influencent le monde des affaires et nous voulons, par cet événement, souligner leur impact dans l'évolution du monde des affaires. Au Réseau des femmes d'affaires du Québec, notre ambition est tellement claire, mais tellement claire, accélérer la croissance des entreprises dirigées par des femmes et permettre le rayonnement des femmes d'affaires sur l'ensemble du marché canadien et ailleurs. Nos actions sont aussi très claires et portent entre autres sur des projets ambitieux comme le programme Accélérer la relance des entrepreneurs qui permet de connecter 500 entrepreneurs à des moyennes et des grandes entreprises pour leur faire décrocher des contrats. Mine de rien, on se promène, on va chercher l'engagement des grandes entreprises. À date, on a 129 millions d'engagements des grandes entreprises auprès des femmes entrepreneurs du Québec, des contrats pour les femmes entrepreneurs du Québec. Alors, je vous parlais de terrain tout à l'heure, ça ressemble à ça. Alors, je pense aussi à la cohorte de formation Ruby qui vise à répondre aux besoins particuliers des entreprises à propriété féminine qui sont en pleine expansion. Et je vous fais un petit clin d'œil ici. Il reste encore quelques places pour les entrepreneurs ambitieuses qui auraient le goût d'être accompagnées dans le développement accéléré de leur entreprise. Finalement, on a aussi le prix Femmes d'affaires du Québec où on a le bonheur de mettre en lumière les entrepreneurs et les femmes d'affaires du Québec qui nous inspirent et qui pavent la route aux générations futures. Le thème d'aujourd'hui propose un dialogue différent qui nous permet d'envisager un nouveau monde des affaires en tenant compte de la féminisation du leadership. C'est vrai que ça a l'air de des grands mots, surtout quand ça sort de ma bouche, là. Mais ces grands mots-là ont vraiment un sens particulier, celui de revoir notre façon d'être, notre posture mentale et stratégique, en faisant appel à un leadership qui est beaucoup plus inclusif, plus conscient, plus humain, dans une diversification de genres et de cultures. Ça a l'air compliqué, mais ça vaut la peine que vous le répétiez. Bien qu'au réseau, on soit une organisation qui est à caractère vraiment économique, l'humain est tellement au cœur de toutes nos actions. La Journée internationale des femmes, c'est un moment pour nous de faire une demi-pause et de nous concentrer un peu plus sur le leadership des femmes. On a un riche programme à vous offrir aujourd'hui. On a l'honneur d'entendre des grands leaders autant sur les grands enjeux qui nous préoccupent que des tendances émergentes d'un nouveau monde des affaires. Ensemble, on se donne 1h30. Profitons-en de ce moment spécial. Et n'oublions pas que les liens qui nous unissent sont la source de notre prospérité. Alors, pour débuter, moi, je me trouve extrêmement chanceuse et je suis très fière de partager ma chance parce qu'on a l'honneur d'entendre la réflexion d'une grande leader du Québec, une grande dame qui est vraiment, vraiment consacrée à l'évolution de la société québécoise depuis tellement d'années, Madame Monique Simard. Mais avant, je vous laisse juste sur ces images du Réseau des femmes d'affaires du Québec.
Inspiré, connecté, propulsé, depuis 40 ans, c'est ça qui est vraiment la raison d'être du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Dans le concret, qu'est-ce que c'est? Le prix Femmes d'affaires du Québec, le marrainage avec les jeunes de l'aile jeunesse, la conférence Cap vers la réussite, nos 450 activités qui se passent dans les régions et dans leur réfac au complet, les missions commerciales, les groupes, les cercles de croissance qui sont autant pour les femmes entrepreneurs que pour les professionnels. Personnellement, ça me permet de foncer. Il y a des décisions que je n'aurais pas prises si je n'avais pas d'exemple de d'autres femmes qui ont osé le faire, puis même qui m'ont encouragée. Les femmes entre elles, la solidarité est vraiment très, très forte. Puis j'ai découvert surtout que moi, j'avais bien des choses à offrir aussi. Donc c'est un échange et même si je viens du communautaire, du milieu finalement de l'entreprise sociale, j'ai plein de choses à gagner et j'ai plein de choses à offrir. Ça m'apporte des clients, ça m'apporte des collègues, ça m'apporte des défis, ça m'apporte plein de bonheur. On est un réseau qui est dans l'action tout le temps. Comment on peut t'aider, comment on peut aller ailleurs. Et c'est au-delà des rencontres qu'on fait, c'est tous les suivis, la relation qui se crée. On entend parler de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, puis on n'hésite pas à référer quelqu'un qu'on connaît déjà. En fait, tout ce qui est entrepreneurial féminin, c'est grand comme défi. Et puis de voir plein de femmes d'affaires avec des idées alentour de moi, d'entendre des témoignages, ça fait grandir. C'est un réseau qui peut nous propulser, en fait. C'est vraiment une opportunité là, de me retrouver avec du monde qui ont un peu les mêmes défis, puis du monde inspirant, en fait. Bien, c'est la place où on a fait tellement de beaux contacts. C'est où on a rencontré des femmes exceptionnelles. Parce que vraiment, le calibre des femmes, c'est toutes des femmes fonceuses, des entrepreneurs vraiment dédiés à leur passion. Puis c'est tellement beau d'être entouré de ça, c'est motivant, c'est inspirant, c'est super. Vous voyez l'expérience qu'il y a ici aujourd'hui, les femmes, à quel point ont l'air passionnées. Les femmes sont aidantes, les femmes collaborent. Il y a une solidarité qui est extraordinaire. Vous avez le goût de vivre une expérience autant humaine que financière, une expérience qui est unique. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec, je suis pas mal certaine que vous allez y trouver votre place. Merci Ruth, merci beaucoup de lancer cette journée spéciale de si belle façon. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de Madame Monique Simard, cette grande dame membre de l'Alliance de la féminisation du leadership, gestionnaire culturelle, productrice et scénariste, femme politique québécoise et syndicaliste. Madame Simard, vous avez accompli tant de choses, mais j'ai envie de vous demander ce matin, ensemble en fait, on aimerait savoir ce matin, Madame Simard, qu'est-ce qui vous anime encore? Qu'est-ce qui vous anime encore au sujet de la féminisation du leadership? Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, toutes celles qui nous écoutent. Vive le 8 mars. Vous savez, moi, j'ai fait partie du premier comité organisateur au Québec pour organiser le 8 mars. Wow. En 1973. Oh là là. Alors voilà. Alors ça nous remonte. On était une cinquantaine et on pensait qu'on faisait la révolution. C'est pour vous dire. Pourquoi je suis encore... Je vais vous dire que mon engagement le plus profond dans ma vie, j'ai défendu différentes causes, je suis toujours très engagée dans le domaine de la culture, mais c'est la question des femmes. La question des femmes, c'est vraiment quelque chose. J'étais au collège, à l'université déjà, quand ça m'a éveillée, j'étais consciente des différents traitements qu'on accordait aux femmes. Et donc, au fil des ans, et je suis contente, il y a tellement de progrès qui ont été faits, mais je sais qu'on doit se réjouir du des progrès qui ont été réalisés, mais qu'il y a encore un coup de chemin à faire. Alors voilà pourquoi je suis engagée dans la féminisation du leadership. Parce qu'on touche à des choses élémentaires dans cette alliance, c'est-à-dire la transformation réelle de la culture des entreprises. Parce qu'il ne suffit pas que des femmes aient accès à des postes ou soient de présence. Encore faut-il que les valeurs qui circulent dans ces milieux-là soient aussi des valeurs de transformation. Alors voilà pourquoi j'y suis. Moi, c'est un long parcours depuis 50 ans, dont je suis fière. Mais je ne lâche pas encore, parce qu'il y a encore des affaires à faire. Absolument, un parcours qui a commencé depuis 50 ans et nous avons encore un chemin à faire pour tout ce travail-là que les femmes apportent dans la société sous un nouvel angle.
Je vous remercie. Merci d'être là ce matin. Je pense que chacun de nous en profite ce matin de votre présence sur le plateau. Merci. Merci pour cette petite vidéo publicitaire. Nous sommes encore avec Monique. Je me permets de vous appeler Monique. J'aimerais savoir encore plus. Vous avez parlé d'un parcours de 50 ans. Ce cheminement est très riche. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez encore qu'il y a à faire sur ce travail du leadership au Québec. Je parle au Québec parce que je sais que dans toutes les autres zones du monde, c'est pas la même chose que les gens qui nous écoutent, qui sont d'autres pays aussi. Alors, la première grande barrière qui a été conquise ici au Québec, c'est l'accès à l'éducation. Vous savez que de ma génération, on avait à peine accès aux éducations supérieures. Ça a été réalisé, ça, dans les années 60. Ça, c'est un chose majeure. Ensuite est arrivé l'accès à la contraception. Alors, ajouter éducation, contraception, et enfin, accès au marché du travail, donc à l'autonomie économique. Moi, je viens de la génération qui s'est bagarrée pour avoir des congés de maternité, des congés parentaux, pour avoir un salaire égal pour un travail de valeur égale. Bref, ce qui peut être considéré aujourd'hui comme des choses de base, comme étant acquises, mais ce ne l'était pas à l'époque. Donc, il a fallu s'assurer que toutes ces barrières-là soient discardées pour enfin que les femmes puissent prendre pleinement leur place. Je pense que c'est fait. Si on regarde en nombre, les femmes ont accès à l'éducation, les femmes sont présentes à peu près à tous les échelons dans le milieu du travail, mais il y a encore des secteurs où elles ne sont pas. Et même si je dis tous les échelons, je devrais un petit peu faire une retenue sur cette question-là, pas nécessairement au niveau des grands décideurs. Alors, là encore, il y a du chemin à faire. Mais ce qui est plus profond, c'est que ce n'est pas tellement la présence de femmes qu'on compte numériquement, mais ce que ça comporte comme transformation. Et parce qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées lorsqu'il y a un nombre important de femmes qui pénètrent dans un milieu, de regarder l'organisation du travail d'une façon différente, de regarder comment la conciliation travail-famille se fait d'une façon différente. Bref, d'avoir une considération pour d'autres éléments que strictement la mesure simple du rendement, du profit, qu'on va associer. Moi, je viens de cette époque où si une femme tombait enceinte, elle perdait tout simplement son travail. L'employeur ne pouvait pas considérer qu'elle était une valeur pour son entreprise. Alors, on la discartait, puis si elle voulait revenir, il fallait qu'elle reparte à zéro. Donc, aujourd'hui, je suis très, très, très contente de voir ces milliers, ces millions de femmes qui sont un peu partout, mais elles portent aussi un discours. Elles ont des exigences qui sont, à mon avis, aujourd'hui, assez élémentaires et fondamentales, mais qui ne l'étaient pas. Je vous parle, par exemple, des réseaux de garderies. Alors, au Québec, on sait, on a un réseau extrêmement élaboré et sophistiqué de garderies. Parce que si ça n'existait pas, comment est-ce qu'elles pourraient aller travailler? Si elles ne pouvaient pas aller travailler, comment avoir une indépendance économique, etc., etc. Donc, il faut voir ces choses-là dans sa globalité. Alors, je suis de cette école de pensée, sachant fort bien que, regardez, en ce moment, il y a un immense débat aux États-Unis sur le droit ou non à l'avortement. Ici, c'est un acquis, mais on sait que ces acquis peuvent être souvent remis en question. Donc, il faut jamais baisser la garde. Il faut toujours rester vigilante. Alors, moi, malgré toutes ces années, je reste vigilante, je reste intéressée. Je me sens aussi une responsabilité, un peu, ou un devoir de rappeler aux plus jeunes que tout ce qu'elles considèrent comme acquis sont le fruit de bagarres et de batailles. Alors, moi, je me définis comme une batailleuse. Ça me fait penser de vous demander, vous avez fait un combat depuis 50 ans.
Et vous parlez des plus jeunes qui prennent beaucoup déjà pour acquis parce qu'on l'a trouvé. Moi, quand vous me dites, vous faites partie des pionnières qui ont lancé la célébration de cette journée internationale de la femme au Québec, je me dis, waouh, moi j'ai trouvé qu'on le célébrait déjà, puis je me suis dit, je suis une femme, je pense même pas que j'ai des droits, c'est acquis pour moi. Comment on fait pour passer le bâton à cette jeune génération pour leur dire, on a encore du chemin à faire, c'est-à-dire leur conscientiser que votre acquis c'est bien, mais préparer un autre acquis pour une prochaine génération. Je pense que c'est beaucoup leur rappeler comment ces acquis ont été acquis. Non, ça se dit pas. Gagnés. Gagnés, oui. Je me souviens d'une année, on était 20 000 femmes dans les rues de Montréal pour réclamer un réseau de garderies. Wow. Bon, parce qu'il n'y en avait pas. Donc, je pense que il faut qu'elles sachent, qu'elles apprennent, qu'on enseigne dans les écoles secondaires. Parce qu'évidemment, toutes les filles aujourd'hui qui rentrent à l'école primaire, secondaire, ça va de soi, mais au collège, à l'université, il faut que ça fasse partie de leur éducation de base, de leur éducation de la société, qu'elles comprennent cela. Ceci étant dit, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes encore. Quand je regarde la violence exercée à l'égard des femmes, tout récemment, il y avait encore 2 féminicides dans l'espace de 2 jours au Québec. C'est inacceptable. C'est horrifiant. Quand je regarde des situations où, si on regarde froidement les statistiques, c'est encore les femmes qui sont au bas de l'échelle en termes de rémunération. Alors, puis après ça, quand on remonte à d'autres niveaux, dans des lieux de grandes décisions, les femmes sont encore minoritaires. Donc, il y a toujours devoir de mémoire, rappeler et bien analyser la situation présente. Je sais qu'il y a un tas de chercheurs extraordinaires qui font des recherches là-dessus et toujours se fixer encore des objectifs où on peut améliorer la condition des femmes. C'est vrai que les relations hommes-femmes sont parfois très tendues pour arriver à des drames, comme je viens d'en parler, mais dans la vie de tous les jours, on sait que, par exemple, la responsabilité familiale, les charges mentales, parce que on a plein de nouvelles expressions. Moi, je trouve ça très bien. La charge mentale. Alors, la charge mentale, c'est qui s'occupe des enfants, qui pense aux médecins, qui pense aux vêtements, qui pense aux boîtes à lunch. C'est encore les femmes, beaucoup. Alors, en plus qu'elles travaillent, alors souvent, on s'est fait dire, oui, c'est bien beau d'aller travailler, mais je me souviens d'avoir parlé à l'époque de ce qu'on appelait la double journée de travail. On va travailler, ça prend du temps, il faut se transporter, on revient, on ramasse les enfants, puis là, un autre job recommence. Alors, il y a une évolution certaine. Les plus jeunes hommes, éduqués, espérons-le, par des femmes et des mères et des mamans qui sont féministes et qui ont compris ça, leur ont inculqué de bonnes valeurs. Bon, ce n'est pas tout le temps le cas, parce qu'on voit très, très pratico-pratique le nombre d'heures consacrées à la famille par les pères et les mères n'est pas tout à fait équivalent, etc. Il faut vivre. Au fond, on vise quoi? On vise une société qui est égalitaire dans le sens le plus profond du terme. Là où les joies, comme les difficultés, sont également partagées entre les hommes et les femmes. Et qu'il n'y ait pas encore une relation de domination ou de perception du devoir de domination que certains hommes peuvent avoir. C'est encore largement véhiculé. On vit dans une société où il y a beaucoup de stéréotypes encore. Et je perçois dans vos mots comme ce travail d'éducation n'est pas seulement à faire aux jeunes femmes pour passer le flambeau de tout ce travail qui a été fait. Aux jeunes hommes aussi. Et voilà, j'ai l'impression que c'est quasiment la clé dans ce que vous êtes en train de dire. Une des clés. Une des clés, évidemment. Une des clés, mais je ne l'oublie pas, parce que je tiens à le souligner. Il faut absolument que les hommes qui se disent proches et d'accord avec les revendications des femmes soient aussi à leur côté pour transformer la société. Et il y en a beaucoup d'hommes qui l'ont fait, qui sont des alliés. Il faut compter sur eux aussi, parce que ça fait partie, évidemment, de la solution. Les enfants sont élevés par un père et une mère, enfin, parfois 2 mères, parfois 2 pères, mais bref, sont élevés par les 2 genres. Et donc, les 2 genres doivent donner l'exemple de ce que peut être une société où les rapports sont respectueux, sont égalitaires, des rapports qui sont fondés sur des valeurs solides. Et on est rendu là, aujourd'hui, dans notre société. Au-delà de ce qui a été conquis, il faut encore progresser de ce côté-là. Absolument. La féminisation du leadership. Bien, la féminisation du leadership, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas juste une est là, l'autre est là, l'autre est là. C'est que chacune d'entre elles, dans des milieux, avec ceux et celles
qui œuvrent tous les jours dans les entreprises sont là pour transformer d'abord leur entreprise. Elle peut être petite, elle peut être grande, mais sont là pour amener à avoir une posture, je dirais, mentale différente des postures traditionnelles. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et à mon époque, quand j'ai commencé, Réseau des femmes d'affaires, ça n'existait pas. C'était même impensable dans le monde des affaires que ces valeurs-là soient véhiculées. Alors, je me réjouis d'avoir été invitée aujourd'hui et je félicite l'organisation pour le travail qu'elle fait. Absolument. Votre présence nous enrichit avec tout votre parcours. Je pense que tous les jeunes aussi doivent comprendre qu'on a un flambeau à prendre et à avancer dans cette posture-là dont on parle, une posture différente dans le leadership. Et là, je rappelle une chose. Oui, allez-y. Le 8 mars, ce n'est pas la Journée internationale de la femme, c'est la Journée internationale des femmes, au pluriel. Parce que les regroupements, comme l'association ou comme d'autres, c'est collectivement qu'on fait avancer les choses. Absolument. Et c'est collectivement qu'on avance aussi dans cette posture avec des journées comme aujourd'hui pour rappeler à chacun sa participation. Merci beaucoup. C'est apprécié. Merci pour votre présence. Merci à chacun et j'espère que vous avez apprécié Monique avec nous ce matin. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir, Monique. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers panélistes. Mon Dieu, encore une fois, Monique, on peut écouter Monique à tous les jours et c'est d'une inspiration fondamentale. C'est drôle parce que lorsqu'on a préparé ce panel, on a eu cette discussion sur ce monde d'avenir. On ne pourrait pas non plus passer sous silence ce qui s'est passé ce matin, cette annonce très triste qui se passe entre cette déclaration de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mohamed, bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir de te revoir ce matin. Anne-Marie, bonjour, bonjour. Christiane, Marie-Claude, bonjour. J'ai la chance et l'honneur d'animer ce panel de gens et de leaders très riches pour alimenter cette trame de fond que prescrit le Réseau des femmes d'affaires du Québec, qui est l'émergence d'un nouveau monde des affaires sous l'angle de la féminisation du leadership. Ceci dit, si vous êtes d'accord, chers panélistes, aujourd'hui, on va faire une petite contraction. On va parler de l'émergence d'un nouveau monde sous l'angle de la féminisation du leadership avec cette annonce, encore une fois, très triste de ce matin. Alors, ça vous convient? Ah, parce qu'on est en démocratie ici, là. Ça vous convient, chers panélistes, c'est parfait. Le Réseau des femmes, cet événement cette Journée internationale des femmes, il y a des gens de partout dans le monde. Et nos panélistes, bien, on a Tunisie, on a Montréal et Montréal maintenant aussi. Et j'ai Marie-Claude avec moi en présence. Cette période très, très importante et intense de questionnement va nous amener à définir ensemble de nouvelles variables, de nouvelles idées également pour enrichir cette pensée, mais enrichir surtout le monde des organisations pour que ça ait un impact fondamental dans la société et auprès de chaque individu. La Journée internationale des femmes s'inscrit complètement dans cette mouvance-là, de réfléchir autrement, de regarder autrement. Alors, en fait, pour commencer tout de suite, à l'heure de cette grande prise de conscience des organisations, du rôle qu'elles doivent jouer dans l'évolution de la société, la toute première question se porte sur le leadership, bien sûr. Explorons donc ces nouveaux modèles-là et j'aimerais bien connaître pour vous quel type d'engagement les leaders aujourd'hui doivent avoir pour l'évolution de cette société. Et puis, je vais commencer avec Mohamed. Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui. Parfaitement. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous. Comment s'y prendre? Moi, j'aimerais, pour celles qui me connaissent un peu plus, comme Ruth, comme Raymond de Côte d'Ivoire, que je salue,
je vais jeter un pavé dans la mare pour animer un peu les débats. Moi, ce que j'aimerais, c'est rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire faire évoluer la posture mentale. La posture mentale des personnes qui veulent justement porter haut cette noble cause de l'équité, je préfère le terme équité à égalité, les chances entre les hommes et les femmes. Et pour ça, j'aimerais pousser surtout vers une démarche inclusive. Inclusive sur 2 axes. Le premier axe, paradoxalement, c'est d'inclure les hommes. C'est-à-dire que moi, jusqu'aujourd'hui, je ne vous en veux pas parce que c'est partout pareil, là où j'interviens, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il y a des affiches telles que celle qui est derrière vous où il n'y a que des femmes. Il ne s'agit pas d'être de genre féminin pour être féministe, il ne s'agit pas d'être de genre masculin pour être anti-féministe. Donc, nous sommes en train de mener ensemble, je ne veux pas utiliser non plus le mot de combat, mais nous sommes en train de mener ensemble une action évidente, et il faudrait mettre les photos, il faut mettre les gens qui sont positifs par rapport à cette action, qui œuvrent pour cette action, plutôt que justement les identifier par leur genre, ce que je trouve être quand même contribuer un peu à la cristallisation des choses. Le deuxième côté inclusif, c'est la société civile. Moi, je suis issu de la société civile, je représente ici la Fondation Alliance Française, et je dirais peut-être tout à l'heure, si je prends ce qu'on a fait comme action pour l'égalité des femmes et leur évolution dans le leadership. Mais inclure, pour moi, la société civile est très, très important parce qu'on a tendance à trop se retourner vers les autorités politiques qui, elles, par définition, ne sont pas pérennes. Elles peuvent changer, on peut avoir des gouvernements qui sont plutôt portés sur le leadership féminin et avoir gain de cause, avoir œuvré dans le bon sens, et puis ce gouvernement part ou cette autorité politique part et on se retrouve. Donc, la société civile qui fait de la politique sans parti pris, je pense que pour ma première intervention, moi je dirais 2 correctifs. Les hommes, introduire les hommes, paradoxalement, même dans votre je ne sais pas si c'est une association, donc des femmes chefs d'entreprise, pourquoi pas des hommes avec vous dans le conseil d'administration, dans les sociétés qui sont là pour les femmes, même si ce sont des femmes. C'est très juste, Mohamed. Pardon. C'est très juste, Mohamed. En fait, le conseil d'administration du Réseau des femmes d'affaires du Québec est composé d'hommes et de femmes. Effectivement, le sujet, mais c'est un point important. Oui, on comprend très bien l'allusion que tu fais, qui est très juste. En fait, ce sujet de la féminisation du leadership, c'est un sujet qui est global et qui n'est pas sectaire. C'est clair que non. Et on ne dirige pas la communication ni les sujets sur ce point, mais je pense qu'au niveau graphique, alors, on rectifiera certainement. Tu parlais aussi de l'importance du triptyque quant au sujet, d'abord du leadership, mais aussi de l'évolution de ce leadership-là, triptyque entre les gouvernements, les institutions et le monde des affaires privées. J'aimerais ça, merci beaucoup, Mohamed, c'est très riche. J'aimerais ça que tu nous entretiennes de ta vision sur ce nouveau leadership nécessaire. Oui, bien en fait, je pense qu'il faut être absolument très inclusif et on est vraiment dans une dynamique de responsabilité partagée où, oui, et grâce à des femmes comme Mme Simard, ont mis en place des écosystèmes, des lois, des normes qui font en sorte que l'environnement dans lequel, sociétalement parlant, on évolue est favorable à une expression plus épanouie du rôle de la femme dans le milieu du travail et dans la vie de façon générale, mais il faut définitivement être très, très inclusif. On est tous des citoyens du monde. Hein? Il n'y a pas de différence totalement culturelle. Il n'y a plus de barrières géographiques. Ce qu'on vit présentement en Ukraine en ce moment, cet après-midi, ce matin, dépendamment du pays où est-ce que vous êtes présentement, ça nous occupe tous, ça nous préoccupe tous. On est dans un contexte actuellement qui est anxiogène. On s'est rejoints dans le cadre de la crise sanitaire comme humains dans notre quotidien de travail. On a appris à se découvrir aussi sur nos bases personnelles, même dans le contexte du travail, parce qu'on est chacun, comme je pense en ce moment, à l'écran. Vous êtes chez vous en partie maintenant. Donc, d'être capable d'être très, très inclusif,
de se sentir concerné et responsable par l'évolution justement du leadership, où on doit, puis on le voit d'ailleurs à travers le monde avec les différentes entreprises avec qui on travaille dans les différents pays, puis avec les scientifiques aussi avec qui on travaille, qui ont la grande générosité aussi de nous partager leurs connaissances. On est vraiment en train de voir l'émergence d'un nouveau profil de leader, où est-ce qu'on doit être plus empathique, plus à l'écoute, plus coach, plus inclusif, parce qu'on vit la moitié de notre vie éveillée au travail, hein? Alors qu'on soit à l'écran ou qu'on soit physiquement dans le milieu de travail, on passe la moitié de notre vie éveillée au travail. Donc, c'est important, comme employeur, comme organisation, d'être capable d'avoir un environnement de travail social, psychologique, physique, etc., qui va préserver l'humain, son intégrité, sa qualité de vie, et faire en sorte que, en faisant ça, forcément, on va générer des résultats qui vont être plus positifs, tant sur le plan humain que sur le plan économique, c'est sûr. Parce qu'il n'y aura pas d'impact durable ou de performance durable de la part des entreprises dorénavant s'il n'y a pas une préoccupation très importante et mesurée de l'humain dans le milieu de travail. Je m'arrêterai ici pour tout de suite. Bien, pour tout de suite, mais on va continuer la discussion parce que merci beaucoup, Marie-Claude. C'est toujours un angle fort important. On parle de durable. Hein? Puis j'aimerais ça, Anne-Marie, toi qui es investie dans ce mot durable à tous les niveaux et dans beaucoup d'organisations, ce leadership essentiel pour l'évolution de la société, tu le perçois comment? Tu le vois comment? Je pense qu'on est à un moment de l'histoire où les leaders d'organisations, peu importe la nature, que ce soit politique, caritatif, entreprise, constatent que et leurs clients, et leurs fournisseurs, et leurs investisseurs, et leurs employés s'attendent à une raison d'être plus large, s'attendent à ce qu'on livre des résultats en créant de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et on assiste, puis on va y revenir, à une transformation des marchés financiers pour permettre de passer moins de temps sur le résultat financier trimestriel, ou que c'est encore important de livrer des résultats si on est un fonds de pension puis qu'on doit payer les pensions plus tard. Mais c'est peut-être pas nécessaire de le faire ce trimestre-ci. On peut investir dans le long terme, puis on peut créer de la valeur sur l'ensemble des parties prenantes en créant de la valeur pour les investisseurs. Donc, les attentes sont très différentes de l'ensemble des parties prenantes. Et ce sera difficile pour toute organisation de réussir si on ne les prend pas en compte. Dans un monde où, comme tu disais, Elisabeth, il y a une perte de confiance. Pour nourrir la confiance, il va falloir agir différemment. On va en parler d'ailleurs, Anne-Marie, tout à l'heure, sur les nouveaux bilans que ça prend dans les organisations pour pouvoir avancer. C'est une transformation systémique, profonde. Et elle ne se fera pas en un jour. Mais elle va se faire aussi en ayant de nouveaux modèles de leadership. Puis Christiane, tu as été leader dans beaucoup de grandes institutions, dans un monde financier très masculin, je peux me permettre de dire cela. Ta vision du leadership aujourd'hui, comment tu vois cette puissance importante dans un leadership beaucoup plus globalisant? Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et toutes et félicitations à vous pour avoir préparé cet événement qui, je l'espère, pour les 400 participantes, va donner cette ambition. Alors, ma vision du leadership, en fait, s'appuie sur cet élément unique, l'ambition. Comment chaque entrepreneur, comment chaque leader crée l'ambition et comment il l'alimente, Pourquoi est-ce que l'équipe canadienne de hockey, vous pensez, a gagné la médaille d'or? Parce qu'elle avait l'ambition de reprendre le premier rang. Et depuis 10 ans, nos gouvernements, le G7, le G20, ont reconnu que l'entrepreneurship, c'est ça le moteur de l'économie. Les moyens se sont accrus. Alors, l'ambition que chaque entrepreneur peut avoir est essentielle. Puis quand on a l'ambition, le deuxième élément, c'est comment on la fait arriver. Et là, ça amène l'écosystème. Comment on peut se brancher dans des écosystèmes? Comment on peut créer le relationnel qui va nous faire avancer plus vite? Parce qu'on est dans un monde concurrentiel. C'est un peu ce qu'on fait à Women Initiative Foundation, de mailler des entrepreneurs d'un côté de l'océan, au Canada, en France, aux États-Unis, pour les faire avancer plus vite dans la livraison de leur plan. Pour moi, le leadership, c'est l'ambition. Et j'ai bien aimé un petit mot que Mohamed a dit quand on s'est rencontrés, qui dit « Le leadership, c'est pas la taille. C'est la posture. » C'est très juste. Puis tu parles aussi de l'importance de la force des liens. Ruth en parlait tout à l'heure. On a parlé, lorsqu'on s'est préparé également à ce panel, on parle d'écosystème. Hein? Et c'est ça qui est important. Seul, on ne peut rien faire.
Alors, je pense que c'est terminé probablement l'idée du leader le leader sauveur. Mais c'est les leaders ensemble, c'est les gens ensemble qui font des choses fortes et porteuses. Et on a parlé d'écosystème versus écosystème. Et encore une fois, ce matin, lorsqu'on entend les nouvelles, on parle beaucoup d'un égo politique. Et voilà. Et donc, l'écosystème perd sa place au profit de l'écosystème. Vous savez, on a préparé ce panel également. Ruth a fait de grandes entrevues. Je vous propose la première entrevue, celle avec Brigitte Jalbert, qui est présidente des emballages Carrousel. Tu es arrivée en poste, c'était une entreprise qui appartenait à ton père. Quel changement au niveau de la pensée, de la posture mentale, t'as vu? Est-ce que c'est la même que quand tu es arrivée? Et sinon, qu'est-ce que tu vois qui a évolué dans le temps avec l'arrivée de Brigitte Jalbert à la tête de cette entreprise-là? Oui, c'est une bien bonne question. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce que ça fait tellement longtemps que je suis ici. Je suis ici chez Carrousel depuis 1986. L'entreprise avait 15 ans à ce moment-là. Moi, j'avais à peine plus de 15 ans. Et puis, tu sais, oui, à ce moment-là, c'était mon père qui était président, fondateur, mais on était comme 22-23 personnes seulement dans l'équipe. Maintenant, on a plus de 425 personnes. Moi, je pense que ce qui a donné autant de force à l'entreprise, c'est justement la diversité, tant au niveau des idées que des façons de voir les choses, de faire les choses, mais aussi la diversité dans notre offre de produits. La diversité dans les mentalités, dans le sens qu'on a plusieurs générations. On a des personnes plus âgées comme moi, j'en suis une, mais on a des jeunes de la génération Y qui amènent leur façon de voir les choses, puis qui enrichissent vraiment nos façons de faire. Quand c'était mon père, je peux dire que c'était peut-être à ce moment-là plus un one-man show. C'est sûr que mon père a parti l'entreprise avec un 20 $ dans ses poches, puis il fallait qu'il pense à la survie de la famille parce qu'il venait de perdre son emploi. Ce n'était pas une entreprise qui a été créée après avoir fait un plan d'affaires puis travaillé sur un plan de financement sur 2 ans. Non, ça a pris une fin de semaine pour prendre la décision. Il a commencé à acheter de la marchandise, il a mis ça dans son garage, puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que ce que je trouve qui a changé, c'est qu'avec le temps, de one-man show, on est passé à un système de gestion ultra collégial. La journée où je suis devenue présidente en 2011, ça fait presque 11 ans, la première semaine, j'ai fait des gestes en ce sens-là, des gestes solides, où est-ce que j'ai commencé à bâtir mon équipe de direction. Je me voyais quelques forces, mais je me voyais beaucoup de lacunes. Fait que je me suis dit, il faut que j'aille chercher les gens qui ont les compétences que moi, je n'ai pas. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à aller chercher des gens à l'extérieur. Ce pourquoi mon père n'avait pas... c'était pas dans sa... Comment je dirais ça? Ça le tracassait, je pense, aller chercher des gens, des grosses pointures à l'extérieur. Inconsciemment, il y avait peut-être un peu peur de se faire dire quoi faire. Moi, c'est l'inverse. Je suis allée chercher des grosses pointures. Oui, on les a payées peut-être plus cher que ce qu'on avait en tête, mais en même temps, ils nous ont permis de nous dépasser. C'est comme si on était passé du secondaire au cégep ou du cégep à l'université ou du bac à la maîtrise. On a comme évolué plus vite, on est devenu encore plus professionnel, encore meilleur. Puis, ça a pris un élan, c'est comme exponentiel après ça. Je pense que j'ai eu la bonne idée de me créer cette équipe de direction-là. C'est pour ça qu'on dirait que je n'ai pas peur à la suite des choses parce que j'ai tellement... comment je dirais ça, donc? Ça transperce mon corps, mon ADN, ce désir de vouloir à tout prix
conserver la culture de l'entreprise. Donc, ça fait 10 ans qu'on parle de ça, de culture, d'être près des gens, de l'empathie, de l'écoute. Avec tout ce qui se passe, la COVID, puis on parle de ça, la posture employeur, vouloir être plus près de nos gens, la bienveillance, mais chez nous, c'est inné, on dirait. On ne l'a pas inventé, on n'est pas meilleur que les autres. C'est juste que c'est comme plus naturel. Peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, mais depuis que je suis ici, puis encore plus depuis que je suis présidente, notre culture, c'est ça. C'est écrit sur les murs. Bienveillance, écoute, empathie. Ça fait qu'on ne peut pas faire autrement que de le passer à nos prochains, puis de créer une ambiance ultra collégiale. On est vraiment chanceux. Notre équipe a épousé cette philosophie-là. Tu parles de passer le flambeau. Oui. Donc, tu sembles être une femme qui est en train de préparer sa relève. Ta vision pour ce transfert de leadership-là, tu vois ça comment? Tu sais, le savoir-faire, l'expérience, la science, les diplômes, ça s'acquiert. Hein? C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui... Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont peut-être plus de façon innée, mais moi, j'ai toujours opté, quand je vais chercher des gens pour s'ajouter à notre équipe, j'ai toujours opté pour le savoir-être, tu sais. Aller chercher des gens qui vont nous ressembler au niveau de nos valeurs. Puis, je pense que l'équipe que j'ai su créer, oui, ils ont les compétences que moi, je n'avais pas puis que j'ai encore pas. Mais ils ont ce petit fond d'humanité-là ou d'humanisme-là en eux. Ils ont cette écoute-là. Alors, oui, je suis en train de préparer ma relève, malgré que je n'ai pas de date de retraite décrite encore, là, mais je suis devenue grand-mère cette année. On a fêté notre 50e. Pour moi, c'est comme un jalon, c'est comme un moment important dans ma carrière. Je ne suis pas inquiète parce que j'ai l'impression que toute cet amour-là que je ressens pour mon entreprise, parce que c'est mon père qui l'a créé, j'ai vraiment l'impression, puis peut-être que j'ai des lunettes roses, là, puis ça se pourrait bien, mais j'ai l'impression que mes proches, mon équipe de direction, mais même le restant de l'équipe, des 425 personnes, ont acquis ressentent cet amour-là, puis en sont fait leur amour. C'est que, tu sais, il y a quelque chose là de vraiment palpable dans l'amour que les gens ici ressentent pour l'entreprise. C'est vraiment beau à voir. Fait que je ne suis pas inquiète pour le futur. Construire la passion et la transmettre. Merci, Brigitte. C'était un bonheur. Ça me fait plaisir, Ruth. Quelle inspirante entrevue, Ruth. C'est fantastique. Et ça touche à des valeurs fondamentales des leaders que l'on veut, c'est-à-dire la sincérité puis l'humilité. On parle aussi de culture. Combien c'est important, la culture d'entreprise aujourd'hui. Peter Drucker disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Je trouve que c'est un exemple concret de ça. Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, chers panélistes, on a parlé aussi de ce transfert d'entreprise. Puis la question n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas inscrite dans notre territoire de ce matin, mais je pense que c'est important de l'adresser. Et j'irai avec Christiane et tout de suite après avec Mohamed parce que c'est des points de vue, vous savez, on en a parlé la dernière fois. Alors, Christiane, tu sais, dans le transfert d'entreprise, tu avais une vision assez intéressante du sujet. Puis, ton micro. Oui, j'écoutais Mme Jalbert de Carousel et j'étais tellement contente qu'elle parle de succession, transfert, parce que, encore une fois, si on reprend l'analogie d'une équipe de hockey, il faut toujours penser qui va être la prochaine personne, qui va être le centre, qui va être le gardien, qui va être l'entraîneur. Et quand on intègre cette démarche-là dans une progression, ça permet de préparer des gens, ça permet de donner une ambition à certaines personnes en leur indiquant notre appui, et ça permet aussi d'éviter, en bout de ligne, que quand il y a succession, qu'il y ait des rivalités ou des déceptions qui viennent, dans certains cas, briser
le dynamisme d'entreprise familiale. Alors, la succession pour chacune d'entre nous, chacune de nos entreprises, ça doit être au cœur toujours de la démarche, même si c'est dans 15 ans, même si c'est en 10 ans, puis l'amélioration continue, la diversité et l'amélioration des compétences. Alors, beau témoignage de Mme Jalbert. Absolument. Très beau témoignage. Mais aussi, on discutait de la difficulté des transferts d'entreprise d'une certaine... et que ce n'est pas si gagné que ça, et que ça n'a pas été si simple que ça, qu'elles se sont dans le transfert paternel versus les filles, en fait, en général, les femmes d'affaires. C'est pas si simple que ça. Ça demande quand même beaucoup de travail et un peu de combat. Et Mohamed, tu nous expliquais chez vous en Tunisie qu'il y avait un angle différent qui était aussi très inspirant. Je t'en prie. Oui. Je voulais simplement rebondir un tout petit peu sur ce que Madame vient de dire. Donc, en fin de compte, le père qui a cédé à la fille, une femme très brillante, et puis elle, dans ses choix, spontanément, donc elle choisit, on a devant nous une femme très brillante, particulièrement brillante, et qui choisit la compétence, qui choisit la bienveillance, qui choisit des qualités, en fait. Elle n'a pas parlé de genre dans la succession, mais elle a parlé de qualité. On devrait aboutir tous à ça. Moi, je pense que dans la diversité, elle a parlé de diversité d'âge, de diversité de genre, de plusieurs diversités qui ont fait la richesse de l'entreprise. Et en 2022, où on est dans l'ère de la digitalisation à outrance, surtout dans cette ère post-Covid, où paradoxalement, il n'y a plus de frontières, on a mis tellement de frontières physiques qu'il n'y en a plus, en fait, grâce à cette digitalisation. Il faudrait aussi penser, et je pense que tu m'interpelles un peu sur ça, à la diversité culturelle. C'est-à-dire que les entreprises, grâce justement à cette ouverture, peuvent accéder à la diversité culturelle. Et on en avait parlé il y a quelques jours un peu entre nous. C'est vrai que, par exemple, en Tunisie, lors de succession d'entreprises, au contraire, il y avait cette retenue culturelle, cet égard culturel positif, un égard positif à l'égard des femmes. C'est-à-dire que les deux frères si on avait une femme qui dirigeait l'entreprise, ça donne beaucoup moins de problèmes. C'est-à-dire que le terme que j'avais utilisé, c'est que les hommes sont moins amenés à faire les coques entre eux lorsque la femme succède à l'entreprise, à la chefferie de l'entreprise. C'est assez encouragé en Tunisie. On a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. On a de plus en plus de femmes... par exemple, la présidente du patronat a été pendant très longtemps deux dames différentes pendant très longtemps, etc. Et c'est un peu culturel parce que les hommes, il y a des hormones et il y a un phénomène coq qui se fait et qui rend service, entre guillemets, à la candidate femme, que ce soit dans la succession entrepreneuriale ou même parfois dans des mouvements électoraux. Merci beaucoup. Puis on s'était dit aussi, mon Dieu, que c'est riche de pouvoir, puis grâce au réseau des femmes d'affaires, de se connecter avec les cultures du monde pour s'enrichir et apprendre. Et de créer ces modèles-là, c'est pas en le faisant en étant extrêmement tourné sur soi, en se tournant sur les meilleures pratiques dans le monde. Puis Anne-Marie, tu me vois venir. J'arrive à toi parce que dans les pratiques, dans les meilleures pratiques dans le monde, comment d'abord tu reçois le témoignage de Brigitte, que tu connais d'ailleurs? Écoute, Brigitte, c'est une femme qui nous inspire toutes, puis je ne peux pas rajouter grand-chose sur ce qui a déjà été dit par Mohamed et Christiane. Elle cherche le talent, elle cherche les valeurs, la culture d'entreprise. Donc, c'est des attributs de leadership qui sont d'actualité, qui sont recherchés, comme je disais plus tôt, par l'ensemble des parties prenantes. Donc, elle est en train de bien mettre en œuvre son plan de relève en s'entourant des bonnes personnes et en capitalisant sur le talent d'abord et avant tout, compte tenu des enjeux du jour. Oui. Donc, on continue avec toi, Anne-Marie, parce que la question, dans le fond, question 2 de notre panel, c'est aujourd'hui, c'est les tendances émergentes nécessaires pour ce nouveau monde des affaires. Écoute, est-ce que c'est émergent ou c'est juste une accélération? En 2005, le secrétaire général des Nations unies a regroupé des investisseurs pour leur demander, écoutez, vous autres, là, il n'y aurait pas moyen de mettre votre argent en contribution pour créer de la valeur sans détruire la planète, en s'occupant des humains, en contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies. Il y avait 25 personnes à table.
dont la Caisse de dépôt et de placement du Québec. L'année suivante, il y en avait 100. L'année suivante, il y en avait 300. Et puis, depuis ce moment, plusieurs investisseurs regardent quand j'investis, comment je fais pour que mon argent contribue à la prospérité collective. En sachant tout le temps, tu sais, qu'on ne veut pas que la Caisse de dépôt ne soit pas capable de payer les pensions des Québécois tout à l'heure. Du rendement, ça en prend, mais la façon de le faire, du moment où on le fait, il y a de la flexibilité. Donc, à peu près tous ceux qui sont engagés, plusieurs gouvernements ont dit on doit aller dans ce sens-là, puis il y a eu des cadres de référence de critères ESG. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ça va très bien. Tu peux continuer, Oui, Anne-Marie. OK. Ouais. Donc le défi, c'était qu'il y en avait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, les entreprises choisissaient, les gens de marketing, de quoi je vais parler. Depuis le 3 novembre dernier, on a des investisseurs avec 130 billions, donc 130 000 milliards, c'est plus que le PIB mondial, qui demandent de l'information homogène sur le climat. On a eu la création d'une organisation mondiale pour faire des standards, pour divulguer des mesures importantes pour la création de valeur pour la société. Donc, c'est la voix des investisseurs qui dit, bien, moi, je suis convaincue qu'on va faire plus de rendement si on crée de la valeur pour les citoyens, pour les clients, pour les employés, pour la société. Donc, ce phénomène fait en sorte qu'il y a une accélération qui permet, on est à peu près à 40-50% des investisseurs sur la planète qui demandent de l'information climat, de plus en plus qui demandent de l'information diversité, santé, sécurité au travail, etc. Donc, ce phénomène va permettre aux États de réglementer pour que le reste du monde financier recherche des informations semblables et prenne des décisions d'investissement en considérant l'impact sociétal des organisations. Et que ceux qui ne font pas de l'argent en le faisant de la bonne façon soient pénalisés, aient plus de difficultés à avoir du financement ou payent plus cher pour le financement. Donc, tout ce phénomène-là devrait créer un profond changement des marchés financiers et permettre aux entreprises d'agir dans une posture, dans un état d'esprit vraiment différent de ce qui était poussé par les marchés financiers avant le 3 novembre dernier. C'est fondamental ce que tu amènes. Puis je crois qu'on parle de prospérité versus richesse. Puis moi, la prospérité, c'est un mouvement de mutualité. On dit toujours, si je peux m'enrichir sur ton dos, mais je ne peux pas être prospère seul. Et c'est ça, moi, je crois, qui donne espoir aussi. Qui donne espoir d'avoir des organisations beaucoup plus en santé à tous les points de vue. Puis justement, si vous me permettez, je vais adresser ce sujet à toi, Marie-Claude, parce que lorsqu'on parle de santé des organisations, je pense que tu as développé une expertise très grande. Oui, puis en même temps, je pense que j'ai beaucoup aimé aussi le témoignage, parce que je pense qu'aujourd'hui, puis je pense qu'on avait un beau témoignage aussi d'une leader qui était authentique. Mais qui n'a certainement pas oublié la performance économique, mais qui a été très inclusive dans sa façon d'agir. Et je pense que si on veut que nos organisations soient durables, on doit, comme leader, travailler tous les jours à se rendre non indispensable. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être inclusif par rapport aux autres. Il faut permettre d'être dans une situation, nos leaders d'être dans une situation plus de coach que de diriger. Comment est-ce qu'on peut aider nos équipes à prendre leur place, à être bien? Et on est habitué aussi, moi j'aime bien l'idée du double bottom line. Okay? On est habitué effectivement, comme l'a dit Anne-Marie, à avoir des états financiers, les trimestres, etc. On suit ça. Mais qu'est-ce qui chauffe dans la marmite? J'aime bien l'image de l'iceberg aussi. Là. On mesure qu'est-ce qui est en haut, mais qu'est-ce qui est en dessous de l'iceberg? Qu'est-ce qui mijote actuellement dans notre organisation? Et quand on parle de mesures extra-financières, on parle beaucoup d'environnement, mais n'oublions pas comment vont nos troupes. Et je serais curieuse de vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous-même, comme dirigeant d'entreprise, vous avez été affecté par la pénurie de main-d'œuvre, par le roulement de personnel, par des gens qui ont quitté l'organisation, par des gens qui se sont posés la question sur est-ce que je veux continuer à faire ce que je fais? Donc, d'être capable de suivre le niveau d'engagement, le niveau de satisfaction de notre monde, la santé mentale, l'Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial à Davos l'année dernière avec lancé un appel à tous les dirigeants d'entreprise. Il y a eu toutes sortes de commitments aussi dans ce domaine-là pour dire comment, comme dirigeant d'entreprise, on peut assurer une performance durable en prenant soin de la santé mentale et du bien-être de nos équipes.
Alors moi, j'invite et je nous invite tous à considérer un indicateur aussi, à mesurer peut-être quelque chose qui peut être un peu plus flou, un peu plus mou, un peu plus difficile à mesurer, mais ça se mesure, d'avoir des indicateurs spécifiquement sur le niveau de santé mentale, de bien-être et d'engagement de nos ressources présentement dans nos organisations. Merci beaucoup, Marie-Claude. On est encore sur cette question que l'émergence d'un nouveau monde des affaires passe aussi par l'humain au cœur des organisations. Mohamed, j'envoie la question à toi. Comment tu perçois ça? Puis on termine avec Christian. Mets ton micro, s'il te plaît. Ah, pardon. C'est bien. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Donc, l'humain au cœur de l'organisation, c'est un peu la conclusion que tu viens de donner, non pas l'introduction. C'est vraiment ça, ce qu'il faut aller vers ça. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire pour dire qu'à l'avenir, si l'entreprise n'amène pas de produits à grande valeur ajoutée, si on ne va pas vers la prospérité mais vers la richesse, il faut qu'on trouve des écueils, il faut qu'on soit pénalisé, y compris financièrement. Je pense que le maître mot, paradoxalement, on parle business, on parle dollar, on parle euro, mais il faut que le maître mot soit la bienveillance. Absolument. Absolument. C'est une action très concrète, la bienveillance. C'est le regard qu'on porte. Et le regard qu'on porte et les actions qu'on porte. Et Christiane, en ce sens-là, toi, qui côtoie énormément de chefs d'entreprise, comment tu perçois cette émergence-là? Je réfléchissais que s'il y a 20 ans, j'avais décrit mon entreprise qui offrait des services financiers, c'était SNC-Lavalin Capital, comme une entreprise bienveillante. Mes clients n'auraient pas compris. Parce qu'ils voulaient entendre parler de rendement, de projets, de clôture. Alors, je dirais que le changement le plus important, c'est cet élément-là lié au climat, de l'entreprise bienveillante, la culture d'entreprise, qui permet à des entreprises de se distinguer, beaucoup de petites entreprises. Et l'impact de la culture bienveillante se fait sentir sur les grandes entreprises traditionnelles, qu'elles soient pétrolières, qu'elles soient minières dans les ressources. Qu'est-ce qu'elles font, les grandes entreprises? Elles doivent adapter leur activité, modifier leur chaîne d'approvisionnement, donner des points justement pour la diversité, les Premières Nations. Vous savez, Suncor, la grande pétrolière, est devenue il y a 3 ans, ça aura pris 4 ans, le plus grand acheteur de biens et de services d'entreprises Premières Nations, plus grand que le gouvernement du Canada. Alors, ça donne une idée de l'opportunité qui se dégage de ce concept d'entreprise bienveillante, puis qui, j'espère, peut être saisi par plusieurs des entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Et c'est un concept qui n'a pas de format. Hein? Ce n'est pas grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise. Et Mohamed, tu dirais très bien pour nous qu'une personne ou un participant égale une action et que c'est chacun de nous qui devons faire les choses ensemble. Écoutez, on va passer à la prochaine grande entrevue qu'a réalisée Ruth maintenant avec Isabelle Côté, qui est présidente de Coffrage Synergie. Alors, je suis contente que tu sois avec nous pour célébrer la Journée internationale des femmes parce que tu es une femme très inspirante chez nous. Ça me fait vraiment plaisir de passer un moment avec toi. Comment tu vois l'influence de la féminisation du leadership dans ton industrie, toi? Ça passe par un leadership qui est définitivement plus humain, qui est plus à l'écoute des besoins et qui est beaucoup moins directif. Je vais commencer comme ça. C'est un beau grand concept. Mais ça veut dire quoi concrètement? Tu l'as demandé, qu'est-ce qu'on a fait, entre autres, chez Synergie, puis qu'est-ce qu'il y a encore à faire dans l'industrie? C'est des actions qui permettent de donner du temps et de la liberté aux gens de se développer personnellement. C'est tellement intéressant. Moi, je pense à des initiatives que vous avez là, que je n'avais jamais vues, votre espèce de boutique à l'interne, vos récompenses. Je trouve tellement que vous avez des idées extraordinaires. Ils viennent d'où, ces idées-là? Ils partent toutes de ta tête? Non, ils ne partent pas toutes de ma tête, mais ceux qui me connaissent, ils savent à quel point j'aime rêver, puis j'aime voir les choses autrement, puis de se réinventer, puis de voir ce qui est bien dans nos sociétés, qui des fois, on voit finalement d'un côté négatif, mais il y a du bien dans tout. Il faut juste s'assurer de l'utiliser à bon escient. Mais Isabelle Côté, elle vient d'où? Elle est partie d'où pour arriver où est-ce qu'elle est arrivée là? Ça fait quelques fois qu'on me pose la question récemment. On me dit « Tu viens d'où, toi? T'es qui? »
Moi, je suis une petite fille de la Rive-Sud qui a grandi dans un milieu rempli d'amour, rempli d'ouverture sur mes capacités à rêver, à voir les choses autrement, des parents qui m'ont toujours encouragée à foncer dans tout ce que j'entreprenais, peu importe ce que c'est. Et aujourd'hui, cette racine-là, elle est là, elle me reste, et je me dis, tout est possible. Il suffit simplement de s'organiser puis de la faire venir. J'ai un parcours, moi, d'architecture de paysage, d'aménagement paysager, mais rapidement, je me suis rendu compte que la créativité que j'avais, c'était pas dans ces végétaux-là que je voulais la mettre dans ces aménagements, c'était dans ma capacité à changer les choses. Je veux pas créer les choses de la même façon que tout le monde, on veut les faire évoluer. Puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut le faire, il faut changer les choses, on peut les faire avancer. Puis tu sais quoi, l'industrie de la construction, c'est ce qui est extraordinaire, magnifique dans un sens, c'est qu'il y a beaucoup à faire, mais en même temps, je vois la capacité rapide d'absorption, d'évolution. C'est un milieu qui veut changer, qui a envie d'innover, qui a envie de devenir meilleur. Je ne peux pas dire qu'on met toujours les mots au bon endroit, puis ça, c'est peut-être ce que les femmes amènent dans notre industrie, c'est qu'on réussit à vraiment verbaliser ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Puis l'industrie est très ouverte à s'améliorer. Mais dans l'organisation, est-ce que Isabelle Côté, elle est née présidente? Non, Isabelle Côté, en 2006, à mon arrivée au sein de l'entreprise, là, 15 ans, 16 ans, je ne sais même plus, ça passe tellement vite. J'étais réceptionniste. On m'a embauchée. Écoute, mon embauche a été très drôle. Je raconte souvent l'anecdote. Très courte. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je sais que j'ai besoin d'aide. Peux-tu commencer lundi? Alors, c'était ça. C'était mon embauche. J'ai lu, je me suis dit, wow, me faire confiance à ce point-là, dans un environnement qui, je sens, qui est grandissant, bouillant, ça veut bouger, bien, j'embarque. Ça m'intéresse. Puis c'est comme ça qu'on embauche nos gens ici aujourd'hui. On embauche des gens qui sont intéressés, passionnés, qui veulent évoluer. S'ils ne savent pas comment faire leur job au quotidien, c'est pas grave, on va leur montrer. Ça, c'est le bout qui est pas grave. On veut des passionnés, on veut des gens qui s'intéressent, qui veulent évoluer, changer, on le dit. À partir du moment où tu as quelqu'un qui veut, le comment, là, ça, c'est facile. Là. Ça, c'est super facile à montrer. Avec de réceptionnistes, au fur et à mesure, on était à l'époque 25 employés au sein de l'entreprise. J'ai évolué au sein de tous les départements. À vrai dire, je les ai créés, les départements. Je vais plutôt dire ça. Et j'ai créé l'estimation, le développement d'affaires, tout le démarchage. On a ouvert les marchés d'Ottawa, de Québec. Au travers de ça, on est fiers d'avoir des bureaux là-bas. Aujourd'hui, Coffrage Synergie, c'est 1500 passionnés. Dans 3 régions, on est la seule entreprise de coffrage à travailler dans les 3 régions et notre capacité à innover, à créer des outils qui permettent de standardiser nos pratiques, on fait en sorte que c'était facile pour nous d'ouvrir des nouvelles régions et surtout d'aller chercher de la croissance parce que c'est 50 % de croissance annuelle sur 20 ans qu'on a fait. C'est une moyenne effrénée, mais c'est un rythme qu'on a pu soutenir grâce à l'innovation et au leadership beaucoup plus humain. Isabelle Côté, si j'allais travailler dans le monde de la construction, c'est chez Coffrage Synergie que je voudrais travailler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Ruth. C'est un autre exemple de leadership bâti sur le courage, la conviction, l'ambition, mais aussi beaucoup de communication, qui est un élément essentiel chez les leaders aujourd'hui pour être capable de partager sa vision des choses, puis aussi mobiliser. Puis pour mobiliser, il faut engager. Pour engager, il faut proposer des projets qui permettent à chacun de se réaliser pleinement. Je pense que c'est ce qu'on vient d'entendre à travers ces lignes-là. Écoutez, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui monte en vous, chers panélistes, quand on entend et on écoute Isabelle? Tiens, je vais commencer avec toi, Christiane. Ton micro, Christiane, s'il te plaît. Le micro est ouvert, vous m'entendez? Ah, t'entends. Je sais peut-être le décalage horaire. Non. Vas-y. Moi, ce qui me vient en tête, c'est l'admiration que j'ai et ce que j'entends à travers ces propos, c'est quand on veut, on peut, puis évidemment, il faut bien s'entourer. Ah, absolument. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est comme des preuves concrètes. Hein? Merci beaucoup. Anne-Marie, toi, qu'est-ce que tu reçois dans ça? Ce qui m'a touchée le plus dans ce qu'elle a dit, c'est la confiance. Comment, quand on fait confiance aux gens, on peut en tirer le meilleur? Tu sais, le PDG aujourd'hui était réceptionniste. On lui a fait confiance, puis elle a livré.
Donc, je pense que c'est un grand message pour nous tous, nous toutes. Regarder les gens, leur faire confiance, les soutenir. Et puis, avec ça, on peut avoir des résultats exceptionnels. Je crois qu'on parle de leadership d'influence aussi quand on écoute et qu'on voit, Isabelle, c'est bâti sur l'influence saine. Mohamed, toi, Oui, moi aussi, j'ai été vraiment, elle m'a touché en parlant de sa passion, de son ambition. C'est surtout le bonheur avec lequel elle raconte son entreprise. Et puis, ce qu'elle a dit à la fin, c'est-à-dire qu'elle était là au service de sa boîte, c'est ce que j'appellerais le leadership servant, le leadership au service des autres, qui est vraiment très touchant chez elle. Et surtout le bonheur et la joie qu'elle a de parler de son boulot, de son travail. C'est extraordinaire. Puis dans une industrie complexe, une industrie qui a de gros enjeux, on le sait, où il se fait beaucoup de civisme. Et à travers ça, bien, on voit aussi les nouvelles générations de leadership dans ces industries-là qui vont transformer également le cours des choses. Elle a fait aussi une alliance. Marie-Claude a fait on sent qu'elle fait une alliance avec ses équipes. Bien, moi, je pense que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça prend de l'audace pour oser faire les choses autrement. C'est insécurisant, c'est inconfortable de faire les choses différemment et créer un espace d'innovation aussi, un safe space, une espèce de milieu d'entreprise où est-ce qu'on va être capable d'oser sortir des idées nouvelles, faire des choses différemment, puis les encourager, donner le droit à l'erreur. Donc ça, moi, j'ai lu ça dans son témoignage. C'est vraiment très inspirant. Absolument. Et la question qui suit dans cette question 3, qui suit, c'est celle, en fait, de l'impact de la féminisation du leadership dans l'ensemble des organisations, dont la politique. Quel serait cet impact-là de la féminisation du leadership dans le monde politique, dans le monde des institutions et dans le monde des affaires? Alors, vous pouvez répondre, pas tous en même temps, mais l'ordre des sujets n'est pas si important. C'est l'impact qu'on a. Puis Mohamed, je vais commencer avec toi parce que cet impact dans le monde de la société civile, tu le vois comment, de la féminisation du leadership? Je pense que c'est le même impact au niveau de la société civile, entrepreneuriale ou politique. Je pense qu'il est le même, l'impact de la féminisation. C'est une évidence, je dirais. La féminisation est une évidence. C'est un équilibre naturel, obligatoire, qui revient, qui se réinstalle, qui reprend sa place. C'est pour ça que j'aimerais qu'il se fasse, que cette place se reprenne sans accroc, dans une inclusion totale et dans une bienveillance totale. J'aimerais parler de la féminisation comme un retour naturel, paradoxalement, même si chronologiquement ce n'est pas le cas, mais ça devrait l'être, en tout cas être vécu comme un retour naturel des choses. J'aime beaucoup cette expression de retour naturel des choses parce qu'on entame un nouveau millénaire. Il est très récent, ce millénaire, et je pense que c'est fort intéressant l'angle que tu donnes. Puis, Christiane, tu as beaucoup évolué dans plein de sphères économiques, mais aussi dans le monde politique parallèle, je dirais, là, certainement. L'impact, parce que, vous savez, s'il n'y a pas de changement aussi dans le monde politique, comment tu vois cet impact de la féminisation dans l'univers politique? Bien, je pense qu'on a comme femmes la capacité d'amener aisément des éléments pratiques pour atteindre l'objectif. Vous savez, quand on est dans une maison, il faut que les électroménagers fonctionnent pour que les enfants puissent manger. Et si on prend un petit exemple simple, au Canada, alors qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre énorme, on voyait que dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec, l'engagement des femmes sur le marché du travail était d'au moins 10 % de moins. Et ça fait 50 ans depuis la Commission royale sur les femmes, que des femmes, des politiciennes demandaient qu'il y ait un service de garde à l'échelle du pays pour faire en sorte que les femmes puissent aller travailler, parce que ça coûte une fortune, les enfants. Bien, avec cette féminisation-là du leadership, c'est pas un exemple que je voudrais politique, mais avec l'arrivée de Mme Freeland au ministère des Finances, bien, finalement, le point est entendu que si on s'engageait dans un programme qui émulerait celui du Québec, d'ailleurs, de garde d'enfants, bien, on aurait plus de femmes sur le marché du travail, puis on aiderait à résoudre notre problème de main-d'œuvre. Alors, je pense que la féminisation, et bon, vous savez, toutes les provinces maintenant presque ont signé. Alors, c'est d'amener les éléments pratiques qui peuvent nous amener à nos grands objectifs socio-économiques, et les femmes amènent
cette connaissance, puis ce sens pratique, très complémentaire peut-être à celui des hommes, des fois qui vont aller plus vite dans les grands principes, mais moins dans les détails. Alors, je trouve que c'est un bel exemple. C'est une belle réussite, d'ailleurs, supportée par des femmes. Oui, c'est Et vrai. des hommes. Peut-être aussi faciliter ce rôle de femme en politique qui est quand même pas simple. On est extrêmement critiqué quand on est femme en politique ou quand on est aussi de différents genres et cultures. C'est loin d'être simple. Il y a un modèle assez quand même qui est ancré dans les modèles politiques que l'on a, qui, je pense, la féminisation du leadership peut nous permettre d'évoluer dans cette perspective-là. Marie-Claude, toi, tu évolues avec des entreprises à travers le monde sur ce sujet. Bien, en fait, moi, j'aimerais reculer un peu pour dire, on utilise le terme féminisation du leadership, mais dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, dans nos organisations, on a éperdument besoin d'avoir des coachs comme leaders, d'avoir des gens qui vont savoir écouter, qui vont savoir mobiliser. On voit une grosse tendance de fond en ce moment sur tout ce qui est co-développement, collaboration, travail ensemble. Puis la pandémie, je pense qu'elle nous a amené aussi à être à l'écoute de l'autre davantage dans toute sa globalité. Donc ça, c'est des compétences qui sont plus naturelles chez les femmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est des compétences qui sont exclusives aux femmes. Absolument pas. Donc moi, c'est pour ça, là, je revanche, j'ai reculé, là, je veux avancer. Après ça, la féminisation du leadership, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Donc c'est comment, dans le fond, on peut, quel que soit de l'espace ou de l'endroit ou des compétences et des capacités qu'on a comme humains, comment est-ce qu'on est capable de faire un pas de plus vers l'empathie, le coaching, la bienveillance, toujours en étant bien mesuré, par contre. C'est pas parce qu'on tombe dans la bienveillance qu'il faut tomber dans la complaisance, mais il faut quand même, qui qu'on soit, être capable de se développer davantage dans ces capacités-là au niveau du leadership dans les organisations. Et ça, bien, c'est quels que soient les pays, dans le fond, quelles que soient les économies, c'est la même chose. Merci beaucoup. Anne-Marie, ce moteur qu'est la féminisation du leadership, ce moteur de développement de notre société, tu le vois comment? Tu l'espères comment? Écoute, je positionnerais le sujet de façon un petit peu différente. Au moment où on se parle, on vit une crise sanitaire qui est encore présente. De l'endettement, une crise financière, autant pour les pays que pour certaines entreprises. Une crise climatique qu'on doit prendre à bras-le-corps, qu'on doit adresser, qui va créer des gagnants, des perdants. Quand il y a certains secteurs, on réduit certains types de consommation, on transforme autre chose, le coût de l'énergie va monter pour à peu près tout le monde, etc. Donc, il y a des conséquences financières à tout ça. Il y a une transformation à faire qui est essentielle. On a vu pendant la COVID des inégalités qui se sont exacerbées. On parle d'une reprise en cas. Les riches sont plus riches, ils ont moins dépensé, ils sont souvent plus riches qu'ils étaient avant. Puis les pauvres sont confrontés à une inflation galopante. Plus difficile de faire l'épicerie, plus difficile de nourrir les enfants. Donc, quand on est confronté à tout ça, là, on a plus besoin de tous les citoyens que jamais. Et puis, ce que l'on voit, c'est une convergence avec l'avènement de la finance durable, des intérêts des entreprises, du secteur financier, des investisseurs et des gouvernements. Donc, le moment n'a jamais été aussi bon pour prendre notre place, pour que l'ensemble des femmes disent, OK, les hommes et les femmes disent, on veut créer un monde meilleur, on veut réduire les inégalités, on veut cesser de détruire la planète, il faut absolument restaurer la confiance aussi. La nature, la confiance, etc. Donc, il y a un moment dans l'histoire qui est sans précédent pour amener ces perspectives d'empathie, puis permettre aux hommes, comme le disait Mohamed, les hommes aussi veulent un monde différent. Et historiquement, ils ont eu le rôle de pourvoyeurs, mais ils veulent aussi créer de la prospérité. Ils veulent aussi participer à cette démarche, puis ils vont avoir la chance de le faire également comme jamais auparavant. Donc, à nous de saisir ce moment dans l'histoire et puis de joindre nos forces pour créer un monde qui soit passablement différent de celui dans lequel on a grandi. Donc, tu parles aussi d'agir sur les déséquilibres aussi actuels et aussi d'amener probablement une vision beaucoup plus tolérante de la société en se connaissant mieux, en se rapprochant les uns les autres et les cultures, et puis en développant ensemble une vision peut-être plus commune
On va écouter justement en ce sens-là la dernière grande entrevue qu'a fait Ruth avec Raymond Goudou-Kofi, qui est ministre-gouverneur primature de la République de la Côte d'Ivoire. Et on se reparle dans quelques minutes. Raymond Goudou-Kofi, ministre-gouverneur primature de la République de la Côte d'Ivoire, si vous saviez à quel point je suis contente de vous avoir avec nous et célébrer la Journée internationale des femmes avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être. Je suis contente d'être également avec vous. J'aimerais ça vous entendre sur les enjeux, les principaux défis là, qui ont été importants dans votre parcours en politique. Alors, d'abord, je voudrais juste rappeler quelque chose. Je n'ai pas commencé par la politique, parce que moi, je suis donc du secteur privé avec une profession libérale. Et c'est au fur et à mesure, j'ai été interpellée tout simplement en 1992 par le fait que les femmes ne s'engageaient pas du tout dans le domaine politique. Et puis aussi que dans les secteurs où de grandes discussions, on ne sentait pas le leadership des femmes. Donc, j'ai été interpellée comme ça et je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas suffisamment de femmes là où il faut? Deuxième interpellation. Je me suis dit, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Mais pourquoi une grande structure telle que le Rotary, qui fait du social, les femmes n'ont pas droit d'y être? Et nous avons décidé de faire la promotion de la femme au niveau social, au niveau culturel, au niveau intellectuel et tout. Alors, j'ai commencé par quoi? Nous sommes retrouvés 15 femmes à créer la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé d'interpeller les autres femmes et leur dire qu'elles avaient leur place dans la société, mais à travers un leadership qu'elles devaient développer. Par la formation des autres femmes, nous avons formé 200 femmes au leadership féminin. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire en période de crise et nous leur avons dit qu'il fallait qu'il y ait une prise de conscience à leur niveau. Et nous avons réussi parce que le premier lot des femmes que nous avons formées à travers donc cette organisation, certaines femmes sont rentrées, ont été députées, certaines ont été nommées à des postes de prise de décision, certaines ont été directrices générales et tout. Donc, voilà un peu, comme je dis, mes premiers pas dans l'interpellation des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Si je vous demandais les constats à l'heure actuelle, vous avez posé énormément de gestes, là, et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si vous aviez des constats à faire sur la féminisation du leadership, vous me diriez, vous êtes rendu où? Alors, écoutez, Ruth, je dois vous dire que nous avons fait un saut qualitatif extraordinaire et quantitatif. Mais vous savez, tout cela ne peut se faire que s'il y a la volonté politique. Vous conviendrez avec moi. Moi, je prends le modèle du Canada. Il y a eu très tôt, comme on appelle, une volonté nette, marquée par le fait que les femmes ont eu leur place. On leur a donné leur place et elles ont pris, elles sont saisies. Et aujourd'hui, au Canada, il y a des femmes extraordinaires comme vous, Ruth. Et en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a eu une nette manifestation d'une volonté politique qui d'abord a commencé par les textes de loi, par permettre aux femmes de pouvoir s'appuyer sur des textes pour pouvoir évoluer. Ensuite, il y a eu cette volonté politique du président de la République de faire en sorte que les femmes puissent prendre leur place là où elles doivent d'abord le prendre en tant qu'élues de l'État de Côte d'Ivoire, au niveau des femmes députées, aujourd'hui au niveau du Sénat, mais même mieux, au niveau du Sénat, puisque le Sénat existe seulement à peine depuis 4 ou 5 ans. Alors, au niveau du Sénat, il y a eu donc les sénateurs élus et les sénateurs nommés. Vous voyez un peu. Et tout ça, c'est pour permettre justement aux femmes de pouvoir se positionner et donc contribuer et participer justement à la vie politique, à la vie économique de notre pays. Donc, le côté législatif a été vraiment mis en exergue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et puis, il y a, et ça, je crois que c'est la plus grande satisfaction que nous, en tant que pionnières
nous avons eue, c'est qu'au niveau même de l'éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale d'alors, qui est aujourd'hui la ministre d'État en charge donc des affaires étrangères, a mis en place la formation de l'entrepreneuriat au niveau scolaire. Donc déjà, justement, voilà, vous voyez, c'est extraordinaire ce qui se fait. Déjà, au niveau du primaire, les enfants reçoivent les rudiments de l'entrepreneuriat. Et ces enfants-là, très tôt, on les met en condition pour que plus tard se développe en eux, justement, cette volonté de tout de suite saisir ce leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je sais que ça va vous intéresser, Ruth. Voilà, parce qu'on est déjà en train de créer des futurs champions dans le domaine, justement, du privé. Et voilà, vous voyez un peu cette volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Maman Goudou Kofi, c'était un plaisir. Je vous remercie pour l'inspiration que vous nous avez donnée, pour l'inspiration que vous êtes pour les femmes de la Côte d'Ivoire, et on fera rayonner toute cette belle intervention. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Ruth. Merci infiniment. C'est extrêmement impressionnant. Cette idée de débuter très tôt dans la vie des gens, des jeunes, dans l'éducation, c'est essentiel. Écoutez, on écoute Mme Goudou Kofi et on est aussi très inspirés. Puis j'avais envie de vous poser comme toute dernière question, pour vous, le message que vous aimeriez laisser aux leaders d'aujourd'hui et de demain, que serait-il? Et Mohamed, on va démarrer avec toi. Est-ce que c'est notre dernière intervention? Oui, notre dernière intervention, oui. Alors moi, si tu permets, j'aimerais, comme je l'avais dit en aparté, pour moi, participer à une réunion comme ça et en sortir sans une proposition, c'est ne pas avoir participé. Une personne, une action. Donc moi, si tu me permets, j'aimerais vous proposer, comme je l'avais fait il y a quelques mois au Panama avec Salma Dialogue, j'aimerais vous proposer une action que je vous propose à vous, où on prendrait une dizaine de femmes chefs d'entreprise canadiennes, une dizaine de femmes chefs d'entreprise tunisiennes, et je me propose de coordonner ce groupe-là pour que ce soit un groupe qui soit au service, donc un groupe sous la tutelle, sous l'étiquette de leadership servant, et où on ferait une Youth Academy pour la gender equality dans l'entrepreneuriat. Donc, ces 20 entreprises tuniso-canadiennes assureraient la formation de jeunes femmes entrepreneurs, de jeunes femmes qui commencent dans la vie entrepreneuriale, de part et d'autre. Et donc, on a fait ça à l'échelle entre la Tunisie et l'Algérie. C'est encore en gestation, ça peut marcher. Moi, je vous propose de faire ça avec vous, avec le Canada, et si ça marche, donc dupliquer ça entre vous et d'autres pays, la Tunisie et autres. Ben alors, je pense que cette idée, je vois Ruth, moi, en coulisses. Je pense que cette idée est plus qu'acceptée. Alors, on va mettre en place les éléments nécessaires pour réaliser cette grande action. Et en une phrase courte, Mohamed, ton message aux leaders d'aujourd'hui et de demain. Mon message aux leaders de demain, c'est justement ce avec quoi je viens de terminer. Il n'est plus temps au constat, les constats sont là, c'est plus la peine de dire que les femmes sont plus bienveillantes que les hommes, etc. Il faut que dorénavant, chaque réunion, des actions. Et on se donne une feuille de route. Je pense que ça touche au cœur entrepreneurial des leaders d'aujourd'hui. Anne-Marie, je sais que toi aussi, ça te touche. Alors, en une phrase, tu laisserais quoi comme message aux jeunes leaders, aux leaders d'aujourd'hui? Le leadership, ça n'a pas d'âge. C'est à nous toutes, à nous tous, de bâtir l'avenir qui nous ressemble, qui nous inspire. Absolument. Merci beaucoup. Marie-Claude? Moi, j'irais à deux choses. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il faut mesurer dans la gestion des risques les enjeux de santé mentale et de bien-être au travail, objectiver quelque chose qui peut apparaître très flou.
Et le deuxième, qui est complètement l'opposé, c'est est-ce qu'on peut donner du sens à ce qu'on vit au travail au quotidien? Comment est-ce comme leader, comment comme organisation, comment comme coach, comment comme collègue, on peut s'aider à donner du sens? Et le sens, ça se construit dans une responsabilité partagée. Donner du sens à notre travail et comment on peut construire un projet collectif. Merci, Marie-Claude. Christiane, à toi. Alors, ton micro, s'il te plaît. Fameux micro. Oui, c'est bien vrai. Alors, créer un projet collectif, comme Marie-Claude l'a dit, qui inclut un renforcement de l'ambition. Qu'on continue à nourrir cette ambition parce que les meilleurs doivent progresser, puis on est capable d'avoir des meilleurs qui alimentent cette ambition. Absolument, absolument. Donc, agir avec son cœur. Et il y a, je répéterai, je citerai un architecte dont j'ai oublié le nom, mais c'est ma façon d'être, j'imagine, mais qui a dit cette chose fondamentale. Lorsqu'une seule personne rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais lorsque un groupe de personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Et le leadership, en fait, c'est simplement meilleur humain tu es, meilleur leader tu es. J'inviterai maintenant, parlant de grandes personnes, de grands humains, j'inviterai Ruth et Christelle à se joindre à nous, s'il vous plaît. Et puis, je vais laisser à Ruth le soin de faire le mot de la fin, bien sûr. Merci. J'aimerais ça avoir un petit mot d'une demi-heure. Ah, c'est bon, ça. J'aurais aimé commenter sur à peu près tout ce qui s'est dit. Moi, Mohamed, j'entends et je pense que nous avons entendu le message qui est très important. Moi, j'ai une fille qui est d'action pour celle qui me... Ah, ça J'arrive. On se reconnecte. Je m'excuse, apparemment, je n'avais pas de micro. Est-ce qu'il faut que je recommence du début? Non. Oui? Ah, écoutez, j'ai sollicité, pendant que les micros étaient fermés, un 30 minutes, alors vous me pardonnerez d'être aussi long. Non, je blague. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est des moments qui sont extrêmement particuliers. Je retiens chacun de vos propos, puis j'aurais le goût de les commenter chacun à leur tour. Mohamed, on se connaît assez pour que tu saches que je suis vraiment une femme d'action. Assez que quand on a commencé à parler de la féminisation du leadership, après la première rencontre, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait régler ça en un jour? Et je me suis aperçue que ça prendrait effectivement un petit peu plus de temps que ça. Aujourd'hui, on est allé de l'histoire à la réalité en passant par les tendances. Et c'était des propos qui étaient exceptionnels. Alors, je veux dire d'abord un merci à Anne-Marie Hubert parce que EY sont les partenaires de notre événement d'aujourd'hui. Merci d'avoir rendu ces moments possibles, de pouvoir entendre ces propos. Anne-Marie est leader chez EY pour l'Est du Canada. Mohamed Aissaoui, qui est président de l'Alliance française de Tunis. Christiane, qui est coprésidente à la stratégie pour Women Initiative Foundation, c'est ça quand on ne veut pas avoir de notes. Marie-Claude, qui est présidente chez Global Watch. À nos trois intervenantes, moi, j'ai beaucoup aimé le rythme de la rencontre aujourd'hui. Alors, merci d'avoir partagé votre vision avec nous. Je trouve que ces échanges nous apportent plus de lumière, mais qui nous permettent aussi d'entamer ou de poursuivre la réflexion qui était déjà amorcée auparavant. Au Réseau des femmes d'affaires du Québec, cette réflexion-là, elle est amorcée depuis un bon moment et toutes nos actions en émanent, sincèrement. Le développement économique des femmes est essentiel, c'est au cœur de nos priorités. Et on a encore eu la preuve ce matin en allant à la rencontre des entrepreneurs et des femmes exceptionnelles qu'on a pu entendre. Du même dicton, moi je dis tout le temps une bouchée à la fois, mais on pourrait aussi dire ce matin une conversation à la fois, un geste à la fois. Permettons-nous de poursuivre la réflexion des leaders que nous avons entendus ce matin en nous disant que chacun de nous a un rôle à jouer dans ce nouveau monde des affaires. Faisons en sorte, par exemple, de bien identifier le rôle qui nous revient à chacun de nous.
Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça a été extraordinaire. Alors, je pense, Christelle, tu mérites le dernier mot. Merci beaucoup, Ruth. C'était très enrichissant. Waouh, c'est extraordinaire. J'aimerais quand même rappeler qu'au Réseau des femmes d'affaires du Québec, l'ambition est claire. Stimuler la croissance des entreprises dirigées par des entrepreneurs et permettre le rayonnement des femmes d'affaires sur l'ensemble du marché canadien et d'ailleurs. Je confirme aussi d'ailleurs parce qu'on était plus que 6 pays aujourd'hui connectés et je rappelle que hier, on a eu plus de 400 inscriptions déjà, donc je pense qu'en direct aujourd'hui, on est encore plus nombreux. Et j'aimerais dire pour les questions que nous avons reçues, nous allons vous répondre via le chat dans le Zoom. Donc n'ayez pas peur, on va pouvoir faire ça. Donc aussi, je vous rappelle, surveillez prochainement nos événements dans le lancement du concours Prix Femmes d'affaires du Québec et Cap vers la réussite. Merci à... Voilà, vraiment, c'était très enrichissant, des panélistes de qualité et on a beaucoup de choses à commenter et à se rappeler pour tout ce qu'on a reçu ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais juste terminer par un petit peu les entrevues que vous avez vues avec nos femmes extraordinaires tout à l'heure étaient plus longues et l'intégrale sera déposée sur notre site Internet dans quelques instants. Alors, je vous invite à aller visionner l'intégralité des propos que nous avons eus avec ces femmes extraordinaires. Merci beaucoup. À la prochaine. Inspiré, connecté, propulsé, depuis 40 ans, c'est ça qui est vraiment la raison d'être du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Dans le concret, qu'est-ce que c'est? Le Prix Femmes d'affaires du Québec, le marrainage avec les jeunes de l'aile jeunesse, la conférence Cap vers la réussite, nos 450 activités qui se passent dans les régions ou dans le REFAC au complet, les missions commerciales, les groupes, les cercles de croissance qui sont autant pour les femmes entrepreneurs que pour les professionnels. Personnellement, ça me permet de foncer. Il y a des décisions que je n'aurais pas prises si je n'avais pas d'exemple de d'autres femmes qui ont osé le faire, et même qui m'ont encouragée. Les femmes entre elles, la solidarité est vraiment très, très forte. Puis j'ai découvert surtout que moi, j'avais bien des choses à offrir aussi. Donc, c'est un échange. Et même si je viens du communautaire, du milieu, finalement, de l'entreprise sociale, j'ai plein de choses à gagner et j'ai plein de choses à offrir. Ça m'apporte des clients, ça m'apporte des collègues, ça m'apporte des défis, ça m'apporte plein de bonheur. On est un réseau qui est dans l'action tout le temps. Comment on peut t'aider, comment on peut aller ailleurs. Et c'est au-delà des rencontres qu'on fait, c'est tous les suivis, la relation qui se crée. On entend parler de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, puis on n'hésite pas à référer quelqu'un qu'on connaît déjà. En fait, tout ce qui est entrepreneurial féminin, c'est grand comme défi. Et puis de voir plein de femmes d'affaires avec des idées alentour de moi, d'entendre des témoignages, ça fait grandir. C'est un réseau qui peut nous propulser, en fait. C'est vraiment une opportunité là, de me retrouver avec du monde qui ont un peu les mêmes défis, puis du monde inspirant, en fait. Bien, c'est la place où on a fait tellement de beaux contacts. C'est où on a rencontré des femmes exceptionnelles. Parce que vraiment, le calibre des femmes, c'est toutes des femmes fonceuses, des entrepreneurs vraiment dédiées à leur passion. Puis c'est tellement beau d'être entouré de ça. C'est motivant, c'est inspirant, c'est super. Vous voyez l'expérience qu'il y a ici aujourd'hui, les femmes, à quel point ont l'air passionnées. Les femmes sont aidantes, les femmes collaborent. Il y a une solidarité qui est extraordinaire. Vous avez le goût de vivre une expérience autant humaine que financière, une expérience qui est unique. Le Réseau des femmes d'affaires du Québec, pas mal certaine que vous allez y trouver votre place.